Donc la deuxième table ronde qui reprend le thème de ce matin, donc sur les recherches collaboratives entre chercheurs et acteurs de systèmes éducatifs, un enjeu majeur pour la diffusion des résultats de recherche vers les enseignants. Cette table ronde donc sera animée par Virginie Wolf, que je remercie vivement d'avoir accepté cette tâche, et les responsables scientifiques du réseau des Léa IFE, qui relève donc de l'École normale supérieure de Lyon, et chercheuse associée au CETS. Merci. Donc, je te donne la parole. Merci. Donc, nous allons avoir pour cette table ronde Cynthia Boggio, qui est chercheuse associée au laboratoire psychologie et neurocognition de l'université Grenoble-Alpes et qui est membre du projet Trans 3 soutenu par le pôle pilote Pégase et également responsable scientifique chez Fondament App, qui est une structure qui a pour vocation de faciliter le lien entre la recherche et la salle de classe. Nous avons également Nathalie Catellani, qui est maître de conférences en langue et littérature latine et néo-latine à l'université Picardie-Jules Verne et qui est responsable du pôle pilote 100% IDT. Nous avons Catherine Delarue-Breton, également professeure des universités en sciences du langage et membre du collège des conseillers scientifiques et pédagogiques auprès de la DGCIP, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois que c'est à ce titre qu'elle est là parmi nous aujourd'hui. Mathilde Fouchereau, également, qui est directrice adjointe de l'EFC de l'Académie de Poitiers et CARDI de cette académie. Et Nicolas Mascret, qui est vice-président d'Aix-Marseille Université et professeur des universités à l'INSPE d'Aix-Marseille, responsable scientifique et technique d'Empirique. Nous devrions attendre Grégoire Bortz également, et je ne sais pas s'il va arriver, nous allons voir. Donc Grégoire Bortz, qui est professeur des universités en psychologie et membre du RT Éducation. Donc on est tous convaincus ici, je pense, que l'articulation recherche-formation-terrain, c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu majeur pour le développement des pratiques éducatives et pour la professionnalisation des enseignants. Et pourtant, cette articulation, elle se heurte à de nombreux défis. Il y a des différences de temporalité entre la recherche et le terrain, il y a des résistances institutionnelles, il y a des difficultés de traduction des résultats de la recherche en pratique effective ou encore un manque de dispositifs pérennes qui favorisent l'implication des acteurs. Cette table ronde, elle a pour objectif d'explorer ces enjeux et ces défis en mettant en discussion la façon dont les recherches collaboratives, alors les recherches collaboratives ici, c'est les recherches avec des acteurs de la recherche et des acteurs de l'éducation, et donc comment ces recherches peuvent contribuer à la diffusion des résultats de recherche vers les enseignants et au développement de leur professionnalité. On va débuter la table ronde en évoquant, je vous donne un petit peu le plan de notre table ronde, en évoquant les enjeux qui sont liés aux recherches collaboratives en fonction des approches qu'elles mobilisent. Ensuite, on abordera les freins qui peuvent limiter l'articulation recherche-formation-terrain et puis des levées d'action qui peuvent favoriser cette articulation. On évoquera ensuite, enfin, la question du passage à l'échelle et de l'essaimage des recherches collaboratives quand le projet se termine. Et donc, on va débuter avec cette première question donc, qui est quels sont les enjeux qui sont liés aux recherches collaboratives en fonction des approches qu'elles mobilisent. Catherine, micro. Alors, merci Virginie. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais revenir sur la question des enjeux des recherches collaboratives, mais je vais revenir d'abord sur les enjeux de la recherche en général en formation des enseignants, dont les recherches collaboratives sont partie prenante, mais peut-être pas tant que ça à cliver de la recherche en formation d'enseignants en général. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, je reviendrai alors très rapidement, il s'agit simplement d'introduire la réflexion sur cette question des enjeux, parce que ça semble consensuel, la place de la recherche dans la formation des enseignants, mais c'est très complexe en fait, et les désaccords sont aussi assez profonds ou assez silencieux sur ces questions-là. Donc je reviendrai ensuite sur les fonctions de la recherche scientifique en général, et donc des fonctions qui sont susceptibles aussi de structurer les recherches collaboratives. Alors, sur les enjeux de la formation scientifique des enseignants, Patrick Courillo de la DGCIP, ce matin, mon collègue, a rappelé que les INSPE sont des composantes universitaires, et il a employé cette formule, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur, parce que je le cite exactement, on ne peut pas ne pas adosser la formation des enseignants à la recherche. Et toute la table ronde était d'accord, il me semble qu'il y a eu un consensus là-dessus. Simplement, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Quels sont les enjeux?
Alors, un petit rappel sur la formation initiale quand même. Les enseignants sont formés en master et le master garantit une initiation à la recherche. Donc, c'est la différence entre le niveau L qui garantit une confrontation, je dirais, à la recherche. Les étudiants doivent lire des articles, les comprendre, les situer les uns par rapport aux autres, comprendre. Mais en master, ils sont censés s'initier à la pratique de la recherche et ce n'est pas anodin. Alors, quels sont les enjeux finalement de la formation scientifique des enseignants en recherche collaborative ou en formation initiale? En recherche collaborative, on peut penser que c'est pour compenser le fait que certains ne sont pas formés par le master, mais je pense que les enjeux sont les mêmes dans un cas comme dans l'autre. Donc ces enjeux, je crois qu'on pourrait les résumer par un mot qui est se familiariser avec les productions de la recherche. Les enseignants ne sont pas familiers des productions de la recherche. On reviendra sans doute tout à l'heure sur le cas des études de santé et de la médecine notamment. Les médecins sont très familiers dès le départ de leur cursus, dès la deuxième année, après le concours. Ils sont très familiarisés, et deviennent très vite familiers des apports de la recherche. Ils les manipulent aisément, en tout cas habituellement. Aisément, ça doit dépendre des personnes sans doute, mais en tout cas, ça fait partie de leur cursus ordinaire. Ce n'est pas le cas des enseignants. Donc peut-être un enjeu d'abord qui est de familiariser les enseignants avec les productions de la recherche de manière à ce qu'ils puissent s'en servir pour leur métier, de même que les médecins utilisent les productions de la recherche pour leur métier. Mais finalement, de quelle recherche parlons-nous? Alors, je m'appuie sur un article que j'utilise beaucoup de Saussé et Le Sart, un article de 2009 qui a déjà un certain nombre d'années, mais qui distingue des fonctions de la recherche en général et qui les classe en deux catégories. D'une part, les recherches dites instrumentales, qui sont des recherches qui visent à poser des questions précises ou des questions claires auxquelles on apporte des réponses précises, ou l'inverse, des questions précises auxquelles on apporte des réponses claires. Mais l'idée, c'est bien de trouver des solutions et de répondre à des problèmes et de résoudre des problèmes. Et puis, d'autres types de recherches qui sont des recherches qui visent l'amélioration de l'intelligibilité des situations. Alors les situations qui nous intéressent sont des situations éducatives, notamment, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la classe ou dans l'école ou dans l'environnement, ça peut être beaucoup plus large. Et ces questions, évidemment, ces questions qui visent à améliorer l'intelligibilité des situations éducatives sont des questions qui ne se positionnent pas du tout de la même manière que les recherches instrumentales, puisqu'elles visent plutôt à mieux construire les problèmes, mieux comprendre de quoi ils retournent et comprendre finalement ce qui se joue sur le terrain avant de chercher à le résoudre. Donc on pourrait dire qu'on a un type de recherche instrumentale qui cherche, ce sont des catégories, donc elles sont à nuancer, à spécifier bien entendu, mais elles sont quand même assez utiles, je pense, pour comprendre ce qui se joue. Ces recherches instrumentales visent à résoudre des problèmes, à apporter des éléments de réponse précis à certaines questions, tandis que les recherches qui visent à augmenter l'intelligibilité des situations éducatives visent, elles, à renouveler les cadres interprétatifs des personnes, c'est-à-dire à leur permettre de comprendre que tel concept permet de savoir que les inégalités socialement situées, par exemple, ce n'est pas le fait des élèves ni des familles, mais c'est le fait d'une rencontre entre un certain type de pratiques pédagogiques et certains types de dispositions. Par exemple, ce sont des savoirs que l'on s'approprie et qui permettent de mieux comprendre les situations. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué ces deux éléments, cette distinction, ces deux catégories de travaux? Parce qu'on a souvent tendance à penser que quand il s'agit d'enseignants, alors c'est de la recherche appliquée, c'est de la recherche instrumentale, c'est de la recherche solution. Bien sûr qu'elle est importante, elle est essentielle, mais il me semble qu'apprendre à comprendre ce qui se joue, c'est aussi une dimension extrêmement importante de la recherche en formation d'enseignants, qu'elle soit initiale, en formation initiale, ou en recherche collaborative. Alors, je vais peut-être passer la parole maintenant... Pour la prochaine question, elle concerne, une fois le cadre posé, oui. on va aller plus vers les difficultés et les freins dans un premier temps que soulève ce type de recherche. Et donc je vais poser la question à Mathilde d'abord sur quelles sont les difficultés et les freins à cette articulation recherche-formation terrain pour vous. Merci. Alors Mathilde, elle parle depuis une position qui est un petit peu différente de ce que ma voisine vient d'énoncer, à savoir que en tant que directrice adjointe d'une EAFC, je suis davantage du côté de la formation continue des enseignants et en tant que CARDI aussi. Et donc, les difficultés et les freins que je vais évoquer ne sont pas non plus à prendre comme une généralité. C'est un risque, en fait, que l'on court quand on est CARDI et quand on essaie de mettre en relation des chercheurs avec le terrain,
En fait, le risque, c'est de créer quelque chose qui est de l'ordre de la déception. C'est-à-dire que les enseignants attendent beaucoup, beaucoup du chercheur. Peut-être trop, sans doute trop. Et qu'une fois que le chercheur est venu dans la classe, a fait son expérimentation, il se peut que le chercheur reparte sans dialoguer avec l'enseignant, sans pouvoir lui expliquer ce qu'il a observé, ce qu'il a construit. Et du coup, il y a cette déception qui est, à mon avis, un risque assez fort dans certaines situations. Et alors, on va avoir un point de vue plutôt du côté de la recherche avec Nathalie maintenant sur ces freins et ces difficultés. Oui. Donc moi, je m'exprime en tant que responsable d'un pôle pilote et je vous livre mon témoignage en quelque sorte. Donc les recherches collaboratives reposent sur un enjeu fort, à savoir l'accès au terrain, tout simplement. Or, cet accès au terrain se fait par une validation, par la validation des instances de l'éducation nationale, rectorat, des SDEN, etc. Et donc, on voit que la validation ou la non-validation, d'ailleurs, peut être accordée ou ne pas s'accorder, suivant plusieurs critères. D'abord, l'objet même de la recherche, le protocole de recherche qui est censé être mis en œuvre. Cela peut porter sur les berceaux d'accueil, en quelque sorte, voire même sur l'équipe d'enseignants investis dans cette recherche collaborative. Alors, le pôle pilote 100% IDT est composé de 3 académies, Lille, Amiens, Normandie, avec tous les départements de ces académies. Et au tout départ, nous avons été confrontés à une certaine résistance ou une méconnaissance d'ailleurs de ce qu'était déjà le pôle pilote. Et la validation, la non-validation se faisait par des instances, pouvait se faire par des autorités complètement différentes. D'un côté, c'était une commission recherche qui examinait la recherche collaborative que l'on souhaitait mener. Une autre fois, c'était l'IA d'Azen. Une autre fois, c'était un inspecteur de circonscription qui bloquait. Donc, très rapidement, on a été confronté à cette difficulté et donc au besoin de mettre en place une procédure harmonisée quand elle est possible, bien évidemment, et également à identifier dans cet écosystème complexe des acteurs qui permettaient de fluidifier, voire de faciliter l'accès au terrain. On en a parlé un petit peu ce matin, mais on dit souvent que l'impact de la recherche sur la formation initiale n'est pas suffisant. Et c'est aussi un des freins et une des difficultés. Peut-être Catherine Delarue-Breton sur ce point. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la distinction entre licence et master, je n'y reviens pas. La familiarisation des enseignants avec la recherche, elle passe par la pratique de la recherche. La pratique de la recherche, c'est mener un projet de recherche, alors modeste, il s'agit évidemment d'initiation à la recherche, il ne s'agit pas d'une recherche ANR ou d'un pôle pilote, pour reprendre l'exemple de Nathalie tout à l'heure, mais il s'agit d'une recherche rigoureuse, menée de bout en bout, qui permet de comprendre ce qui se passe dans la boîte noire. On parle beaucoup, et d'ailleurs, je ne sais pas si Sonia, Floret et Roxane sont encore là, je les interrogerai volontiers sur ce qu'elles pensent de cette dimension-là, mais on a parlé, alors leur exposé était sur la circulation des savoirs ce matin. Mais la circulation des savoirs, ce sont des savoirs qui sont
tout fait, des savoirs qui sont prêts, alors qui sont plus ou moins en construction, plus ou moins définis, plus ou moins structurés, on est d'accord, mais ce sont des savoirs qu'on va appeler d'ailleurs des savoirs théoriques, on ne va pas avoir peur du mot. Les savoirs théoriques sont des savoirs qui nous apprennent des choses sur les situations éducatives étudiées et donc qui nous permettent de mieux les comprendre. Et ces savoirs théoriques parce qu'ils ont été élaborés dans un contexte particulier avec un cadre défini et une méthodologie et un protocole robuste dont on ne peut pas s'affranchir, si je puis dire, et qui en plus est transparent. Donc ces savoirs sont évidemment produits d'une certaine manière. Je pense que pour que les enseignants puissent s'approprier en formation initiale ou en recherche collaborative, ou en formation continue plus exactement, il faut passer par la pratique de la recherche, c'est-à-dire savoir comment ces savoirs sont produits, ce qui permet de comprendre leurs limites aussi, de validité, mais aussi leur pertinence. Et je pense que les recherches collaboratives sont très importantes actuellement parce qu'elles permettent justement aux enseignants de s'acculturer à des dimensions qui ne sont pas du tout, qui n'étaient pas au départ dans leur formation, en tout cas qui n'étaient pas au départ dans leur formation. Parce que, alors j'ai plus les chiffres en tête, je les avais il y a 2 ou 3 ans, mais ça évolue beaucoup, donc je ne veux pas sortir de chiffres idiots, mais la plupart des enseignants ne sont pas passés par un master. Et même en master, bon, on y reviendra peut-être, mais en master, la recherche n'occupe pas encore une place centrale dans la formation des enseignants. Et donc, on a parlé de la formation initiale et j'aimerais bien entendre Cynthia Beaugieux sur la partie formation continue et sur les freins et difficultés à ce niveau-là. Oui, une des difficultés qu'on observe dans les formations continues qu'on peut donner dans nos projets de recherche ou dans le pôle pilote Pégase, c'est la difficulté à traduire les données de la recherche en actions concrètes. On se rend compte souvent que les formations qu'on donne, que nous, chercheurs, on donne, elles sont souvent... vous ne nous entendez pas bien? Plus fort, ok, ça marche. Nos formations, elles sont souvent très théoriques, trop théoriques. C'est bien, hein, la théorie pour... comprendre pourquoi il faut faire les choses, mais pas pour comprendre comment il faut les mettre en place dans les classes. Et donc, on laisse les enseignants faire cette traduction de la théorie, des résultats de la recherche à des actions concrètes dans les classes. Et cette traduction, cette transition, elle est difficile à mettre en place. Donc, la conséquence, c'est qu'en fait, nos formations, elles n'arrivent pas dans les classes et elles ne changent pas les pratiques, ce qui est quand même vraiment dommage. Donc c'est à nous, chercheurs, d'être plus acculturés à ce qui se passe dans les classes et d'en fait donner des outils, des ressources concrètes, des interventions qui sont possibles de mettre en place dans les classes. Aussi, on parle beaucoup d'enseignement explicite dans nos formations, mais au final, nous-mêmes, on ne l'utilise pas lorsqu'on donne des formations. Ce qu'on a pu voir dans les formations qu'on a données dans Trans 3, c'est que lorsqu'on faisait vraiment les actions concrètes avec les enseignants, on les faisait jouer comme on faisait du modelage avec les enseignants. Alors là, finalement, ces pratiques changeaient dans les classes et elles étaient adoptées. Voilà, donc il faudrait qu'on soit un peu plus acculturés. Et si on n'arrive pas à le faire, il faudrait qu'on ait des personnes ressources qui puissent faire le lien entre les recherches et le terrain. Et pour terminer ces questions sur les difficultés, je vais donner la parole à Nicolas Mascret. Merci. Une des difficultés, c'est la multiplicité des acteurs et la multiplicité des échelons de l'éducation nationale. Vous avez les enseignants, vous avez le directeur, la directrice d'école, vous avez le chef d'établissement, l'IPR, l'IEN, DAZEN, ADAZEN, référent réseau, et j'arrête là. Et je pourrais continuer longtemps. Et donc cette difficulté-là, c'est aussi d'avoir une structuration de la recherche collaborative qui permet à minima de pouvoir informer ces différents protagonistes de la recherche collaborative et de l'implication qu'ils pourraient avoir dedans, à minima de les informer et à maxima de les faire participer à cette co-construction de la recherche collaborative. Et cette participation, c'est à la fois un gage d'engagement, c'est à la fois un gage d'efficacité, mais aussi c'est un gage de diffusion au-delà de la recherche collaborative qui a pu être menée. Alors, du coup, on commence à aborder des leviers et là, on va vraiment s'intéresser aux leviers d'action pour dépasser les difficultés et favoriser ce lien recherche-terrain-formation. Et donc, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut permettre une meilleure compréhension des attentes des acteurs de l'éducation et des acteurs de la recherche, les uns pour les autres. Cynthia. Merci. Je vais continuer sur l'acculturation. Déjà, il faut que les chercheurs soient acculturés donc, au terrain. Et pour ça, c'est bien d'aller dans les classes. C'est bien d'aller observer un peu ce qui se passe. Dans le projet Trans 3, l'objectif, c'était de développer, d'améliorer 3 applications
pour les apprentissages des fondamentaux et de les valider. Donc pour ça, on a mené des recherches donc, collaboratives avec beaucoup d'enseignants et on a un peu poussé les chercheurs qui étaient à la base de ces applications à aller voir réellement leur utilisation dans les classes. Et là, ils ont pu se rendre compte de tous les problèmes qu'il y avait, les problèmes de compréhension, les problèmes d'ergonomie. Et ils ont pu se rendre compte de tout ce qui n'allait pas. Si on ne peut pas aller dans les classes ou si on ne veut pas y aller, alors, encore une fois, il faut s'entourer de personnes qui ont ces connaissances-là, qui peuvent faire le lien. Sinon, autre chose qui marche très bien dans le pôle pilote Pégase, c'est les formations, les écoles d'été et d'hiver. C'est des formations qui sont faites à 2 voix. On a un chercheur et un formateur. C'est des formations qui sont données à une 30aine de formés. Dans ces formés, c'est un mixte. On a des enseignants, des CPC, des IEN. Et ces formations fonctionnent très très bien. À chaque fois, c'est le formateur qui va rebondir sur ce que le chercheur a dit et il permet justement de traduire les résultats de la recherche en actions un peu plus concrètes, un peu plus en accord avec la réalité du terrain. Et ensuite, l'acculturation doit aussi se faire dans l'autre sens. Il faut aussi que ce soit les enseignants qui soient acculturés à la recherche. C'est ce qui a été dit aussi déjà. Donc, dans nos formations, il faut systématiquement revenir en fait, sur de la méthodologie pour éviter la frustration des enseignants et qui comprennent bien la temporalité qu'on peut avoir dans la recherche et qu'on peut aussi être tiré au sort pour être dans le groupe contrôle. Ça fait partie de la recherche. Merci. On est dans le contexte des recherches collaboratives et les savoirs, les résultats qui sont produits, ce sont des résultats qui sont produits avec les enseignants. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte et quels effets ça produit sur la diffusion des résultats et la transformation des pratiques, que ces résultats soient produits avec des acteurs de l'éducation. Et je vais donner la parole à Catherine Delarue-Breton. Alors, sur la question des résultats qui sont produits avec, on n'a pas parlé des différentes formes de recherche collaborative, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des choses extrêmement différentes et l'implication des enseignants peut et doit être, à mon sens, extrêmement variée, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'ils ont envie de faire. Et ça ne peut pas leur être imposé. Ça a été évoqué ce matin, mais enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne marche pas si c'est coercitif. Donc, on peut simplement ouvrir la porte de sa classe, auquel cas on a droit à un retour, au moins. On peut participer à une partie du protocole de recherche, par exemple, à la définition de la question de recherche. Alors, on est là sur toujours cette dichotomie entre les questions des chercheurs et les questions et des enseignants. Ce ne sont pas les mêmes. Alors je dis les enseignants, c'est un raccourci. Je parle de tous les personnels de la communauté éducative. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas enseignants dans la communauté éducative, des AESH, enfin toutes sortes de personnes. Donc je pense qu'il faut aussi entendre ça au sens large. Mais la manière dont ces personnes s'acculturent à la recherche est évidemment déterminante pour l'ensemble du processus de recherche collaborative. Donc je pense que déjà, les résultats peuvent être aussi de statut variés, selon que c'est une recherche qui vise à produire de la connaissance, à améliorer l'intelligibilité d'une situation éducative, par exemple, ou si c'est une recherche à visée plus instrumentale, qui vise à éprouver un protocole, à éprouver un dispositif pédagogique ou produire un dispositif pédagogique. Donc il me semble que on ne peut pas dire que les résultats sont produits avec les enseignants. Ça dépend bien entendu des contextes, de l'implication des enseignants dans la recherche, depuis la simple ouverture de la porte de la classe jusqu'à la participation de bout en bout à la recherche, depuis l'élaboration du questionnement. Alors je parle moi de l'élaboration d'une préoccupation commune. Il ne s'agit pas que les chercheurs fassent une petite place aux questions des professionnels, ni l'inverse. Il s'agit de construire une préoccupation gagnante où chacun y trouve son compte en termes de compréhension. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir produire effectivement des résultats qui vont intéresser tout le monde. Et du coup, si chacun y trouve son compte, qu'est-ce que ça peut permettre? Et on va repasser le micro de l'autre côté. On a 2 micros, mais un seul qui marche. Oui, pour moi, je trouve que ça change tout, vraiment, de collaborer avec des enseignants. Et un grand merci à tous les enseignants qui veulent bien se prêter au jeu. En fait, sur les enseignants, on va produire des outils, des ressources qui sont efficaces peut-être, mais qui vont être difficilement utilisables, donc avec une prise en main facile pour les élèves et les enseignants, et difficilement aussi acceptable. Donc acceptabilité qui répond aux contraintes de la classe, contraintes temporelles, organisationnelles, financières, etc. Donc c'est vraiment ce travail
collaboratif avec les enseignants qui peut nous permettre de répondre à ces 3 points, utilité, utilisabilité et acceptabilité. Et c'est seulement là que nos outils vont pouvoir être adoptés dans les classes. Et c'est seulement s'ils sont adoptés qu'ils vont pouvoir faire progresser les élèves. C'est quand même ça l'objectif de base. Donc vraiment, ouais, ça change tout. Dans nos projets, on a pu tester déjà avec un projet qui s'appelle Écrimo, qui a été possible grâce à Pégase. On a commencé avec un projet collaboratif juste avec quelques enseignants, et puis petit à petit, en faisant des itérations, tests, terrain, retour, amélioration. Puis ensuite, on passe à une étude un peu plus grosse avec une vingtaine d'enseignants, puis ensuite des bons résultats, on augmente encore. Et avec vraiment ce protocole-là, on a réussi à avoir un outil qui aujourd'hui est dans les classes et qui est utilisé par les enseignants. Donc c'est bien de ne pas aller trop vite, de prendre son temps et on arrive à quelque chose qui fonctionne bien. Pour compléter, Mathilde ? Oui, alors là, on a un monde idéal où la recherche collaborative, je pense, réussit effectivement à s'inscrire dans une modalité de formation de l'enseignant. À cela, on peut ajouter, mais il en a été question, des intermédiaires. En fait, il peut y avoir des enseignants qui sont un peu plus acculturés que d'autres aux méthodologies de la recherche. Je pense à des collègues qui ont pu bénéficier du DE passeur en éducation de l'IFE et qui peuvent, à ce titre, devenir, sont pas des enseignants-chercheurs, hein, mais ce sont des gens qui peuvent vraiment continuer à travailler sur ce lien entre le terrain, les enseignants du premier degré, du second degré et finalement le milieu de la recherche. De la même manière, du côté des EAFC, dans la continuité de la formation initiale, nous pouvons travailler à mettre en place des formations à destination des T1, T2, T3, formations qui sont animées par les CARDI et qui sont un petit peu un pas de côté par rapport à ce qui se passe en M1, M2. M1, M2, vous les initiez à des méthodologies de la recherche. Nous, du côté de l'EAFC, avec ces T1, T2, T3, donc les néo-titulaires, hein, l'expression est transparente pour tout le monde, on travaille en fait à expliquer ce que c'est qu'accueillir un chercheur dans la classe. Ce que c'est aussi que, oser l'innovation ou l'expérimentation quand on est un jeune enseignant et que le réflexe premier, ça va être finalement d'imiter ce que l'on a déjà connu et ce que l'on a déjà observé. Voilà. Et donc, les EAFC et les CARDI peuvent être partie prenante pour faciliter cette acculturation. Et on a déjà parlé du rôle des formateurs, mais j'aimerais qu'on y revienne avec justement quel peut être le rôle des formateurs pour favoriser ce lien recherche-terrain-formation dans ces recherches. Alors, il me semble que associé aux recherches collaboratives qui font se rencontrer des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des enseignants en école ou en établissement, associer à ces recherches collaboratives des formateurs non enseignants-chercheurs, alors qu'ils soient de l'éducation nationale ou d'INSPE, est un levier. Alors, d'une part, pour eux, c'est un levier dans leur développement professionnel. Ils s'intègrent à une équipe, ils s'acculturent à la recherche. Certains finissent par s'inscrire en master ou en thèse de doctorat. Mais cela peut contribuer également à la diffusion des résultats de la recherche, de la démarche scientifique ou des ressources produites par certaines recherches collaboratives en formation initiale. Et si on va maintenant sur d'autres personnes, d'autres membres de ces recherches collaboratives qui ne soient ni des chercheurs, ni des formateurs, ni des enseignants, quel rôle est-ce qu'ils peuvent avoir dans ces recherches ? Alors effectivement, les chefs d'établissement, les CPE, les corps d'inspection, bien évidemment, s'ils sont impliqués, non seulement s'ils favorisent, mais s'ils sont impliqués dans les recherches collaboratives, cela crée une autre dimension, en fait, une synergie qui a vraiment, me semble-t-il, des effets vertueux. On peut le voir avec des projets d'établissement, par exemple, qui s'appuient sur ces recherches collaboratives.
On va maintenant aborder un autre type de levier pour favoriser cette articulation. Et ce levier, c'est plutôt un levier qui concerne les procédures de mise en relation entre le monde de la recherche et le monde de la formation et le monde scolaire. Je vais laisser la parole à Nicolas Mascret. Effectivement, collaborer, ça ne se décrète pas, c'est un processus qui se construit et qui s'accompagne. Et pour ça, il faut qu'il y ait des structures d'interface. Et donc les structures d'interface, elles peuvent prendre différentes formes, et les pôles pilotes sont une forme de structure d'interface qui vont mettre en relation finalement des enseignants, des chercheurs et des acteurs institutionnels, que ce soit des acteurs de la formation comme les INSPE ou l'EFC, mais aussi d'autres acteurs institutionnels au niveau du Conseil académique des savoirs fondamentaux, des CARDI, des DRAN. Et l'idée en fait de ces structures d'interface, c'est de pouvoir permettre de faire collaborer des personnes différentes. Et je prends un exemple de ce qui se fait dans Empirique. On a créé ce qu'on appelle des équipes pilotes. Donc les équipes pilotes, ce sont des regroupements de personnes, et je dis bien personnes, autour d'un objet commun et d'une question commune qui est à la fois une question d'interface entre la recherche et le terrain. Et que par rapport à ça, si je dis des personnes, c'est que ce sont forcément des équipes qui sont pluricatégorielles. Vous avez des chercheurs et des chercheuses qui sont obligatoirement de différents laboratoires, il y en a 24 dans Empirique, et qui utilisent des méthodes de recherche qui sont différentes. Dedans, nous avons des enseignants, nous avons des acteurs institutionnels, nous avons des formateurs, que ce soit des formateurs de formation initiale et formation continue. Et ces équipes pilotes ont les moyens de fonctionner, ont les moyens de mener des recherches, qu'elles soient collaboratives ou d'autres types. Et ce qui nous semble fondamental, c'est que cette interdisciplinarité, cette discussion entre tous les protagonistes et l'aide qu'on peut leur apporter, laisse espérer une probabilité de succès des recherches collaboratives qui peuvent être menées. Et deuxième point, l'idée de faciliter d'avoir une procédure de facilitation d'accès au terrain. C'est bien entendu l'enseignant qui décide d'ouvrir ou pas la porte de sa classe aux chercheurs. Mais l'idée de cette procédure de facilitation d'accès au terrain qui passe par Empirique, qui est validée par Empirique, c'est une forme de facilitation pour dire ce sont des recherches qui respectent les principes déontologiques, on passe par des comités d'éthique, ça a été validé par les différentes instances, toutes les instances institutionnelles sont au courant. Venez participer aussi à ces recherches collaboratives-là. Et cette procédure de facilitation d'accès au terrain, ça peut être un levier important à actionner. Et dans les académies également, il y a des protocoles qui se mettent en place. Et donc là, on va voir l'exemple de l'Académie de Poitiers. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas la même structure, mais nous avons essayé de mettre en place aussi un protocole qui permet d'accélérer en fait la mise en relation entre le chercheur et le terrain scolaire. On a dit tout à l'heure, il y a une hiérarchie assez solide dans l'éducation nationale. On a parlé des DAZEN, des ADAZEN, on peut ajouter les DAAZEN. Et en fait, l'idée de notre protocole, c'est que le chercheur remplit, on est tout simplement sur des procédures type Lyme Survey, remplit un questionnaire dans lequel il explique sa recherche et il se déclare comme étant soucieux de trouver un terrain d'expérimentation. De l'autre côté, le CARDI est en relation régulière avec les établissements scolaires et nous envoyons là aussi un protocole qui invite les enseignants qui le souhaitent à se déclarer bien en amont comme étant volontaires pour accueillir de la recherche. Donc nous avons en fait un répertoire, si vous voulez, d'enseignants volontaires. Et donc très rapidement, les chargés mission CARDI peuvent mettre en relation les chercheurs avec les établissements et les classes qui se sont déjà, les enseignants qui se sont déjà déclarés volontaires. Et donc là, c'est le CARDI qui s'occupe ensuite de toute la voie hiérarchique. Et ça prend quelques jours. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a évoqué déjà pas mal de leviers. Est-ce que Grégoire Bortz, qui vient d'arriver, veut en évoquer d'autres ou pas? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Comme je ne sais pas où vous en êtes. Le passage à l'échelle. Ah, alors, super. Donc là, on n'est plus, ouais. là, on n'est plus sur les leviers, on est sur une autre question qui est les recherches collaboratives. Ce sont des recherches qui sont contextualisées et souvent une question qu'on pose par rapport à ces recherches-là, c'est comment est-ce qu'on peut penser le passage à l'échelle? Bon, déjà, toutes mes excuses pour ce retard. Et donc, je vais me jeter à l'eau sur le passage à l'échelle. Non, quand on en avait discuté en amont de la table ronde, je pense qu'il y avait une dimension importante qui était de dire que le passage à l'échelle prenait du temps.
et que ça, c'est pas forcément quelque chose c'est une denrée rare dans nos systèmes éducatifs, c'est d'avoir du temps pour passer à l'échelle. Que ça nécessite aussi de documenter les effets de façon avec différents types d'approches et différents types de méthodologies. Donc ça nécessitait aussi d'avoir des modalités de financement qui permettaient de faire intervenir différents champs disciplinaires sur un même projet pour le prendre dans toute sa complexité et dans toute sa dimension systémique et pour évaluer effectivement réellement l'effet obtenu. Et donc d'avoir un soutien aussi des académies pour mener ce type de projet et permettre effectivement un accès au terrain qui permet progressivement de passer à l'échelle et de documenter ce qu'on est en train d'essayer de produire en termes soit de changement de pratique, soit en termes évidemment en termes d'apprentissage des élèves. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il y a un programme prioritaire de recherche Sciences pour l'éducation qui vise précisément à permettre cette montée à l'échelle en donnant suffisamment de temps, parce qu'il y a besoin de temps pour pouvoir penser le passage à l'échelle, mais aussi de pouvoir avoir des projets qui soient suffisamment larges et suffisamment pensés en amont pour que ce passage à l'échelle puisse effectivement se traduire ensuite dans la formation initiale ou dans la formation continue. Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est très bien de passer à l'échelle, mais il faut que ça ait des répercussions claires ensuite en termes de formation initiale et formation continue. J'espère que c'était ça que je devais dire. Je sais plus. C'est parfait. Et peut-être Nicolas Mascret pour continuer. Oui, effectivement, la question à 1 million d'euros, c'est quels sont les indicateurs qui permettent de déterminer quels sont les projets de recherche qui passent à l'échelle et ceux qui ne passeront pas. Et c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement difficile et c'est devant la diversité des recherches qui sont menées, notamment des recherches collaboratives, c'est difficile d'avoir des indicateurs communs. On peut peut-être partager un certain nombre de principes. Nous, pour déterminer des projets qui passent à l'échelle dans Empirique, sont des projets qui ont 3 caractéristiques. 1, c'est un impact majeur. 2, un impact massif. 3, un impact faisable. Impact majeur, puisqu'il y a eu des recherches qui ont été menées dans un premier temps sur des tailles d'échantillons plus importantes, qui ont des résultats suffisamment prometteurs pour qu'on puisse espérer de faire passer à un niveau supérieur en termes de taille d'échantillon. Un impact massif avec l'idée que la question qui a été posée dans le projet de recherche et les résultats qui ont été associés vont permettre de toucher énormément d'élèves. Et enfin, un impact faisable. Faisable, puisque c'est un principe de réalité dans un contexte budgétaire qui semble de chaque année de plus en plus contraint. Si on a une super recherche absolument formidable mais qui coûte 30 000 € par établissement, on sait très bien que de toute façon, ça ne passera jamais à l'échelle, il n'y aura pas les sous. Donc par rapport à ça, ces éléments-là sont des éléments sous forme de principe. Et je parlais des indicateurs tout à l'heure, et les indicateurs, dès qu'on pense passage à l'échelle, on pense indicateurs quantitatifs. Non, ça peut être des indicateurs qualitatifs, ça peut être des multiméthodes qui croisent les deux. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'indicateurs pour pouvoir déterminer la probabilité de succès d'un projet lorsqu'il passera à l'échelle. Et enfin, dernier point, la question du passage à l'échelle, c'est une question aussi déontologique. Déontologique au sens qu'avant de faire passer un projet à l'échelle et le tester sur des milliers ou sur des dizaines de milliers d'élèves, il faut l'avoir déjà testé sur un échantillon plus réduit, dans des zones différentes, avant de faire un déploiement. C'est déontologique, bien entendu, d'un point de vue financier, parce que quand on engage des centaines de milliers ou des millions d'euros pour qu'un projet passe à l'échelle au niveau national, c'est de l'argent public, donc il faut être prudent par rapport à ça. Mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est déontologique surtout par rapport aux élèves qui ne sont pas des cobayes. Et que si on passe à un projet à l'échelle d'une académie, à l'échelle d'un département, voire à l'échelle de toute la France, faut-il encore qu'on puisse espérer avoir une probabilité de succès élevée? On doit ça aux élèves. Merci. Une des autres préoccupations quand on essaye de favoriser ce lien recherche-terrain-formation, concerne l'essaimage et la pérennité des recherches collaboratives. Qu'est-ce que ça devient après? Et là, j'ai posé la question, quel est le rôle des CARDI là-dedans et comment est-ce que ça peut être travaillé? Alors, sans tomber dans la caricature, il me semble que la force des CARDI, mais aussi aujourd'hui des EAFC, c'est de pouvoir peut-être inverser une histoire de la formation qui s'est vue dans notre institution traverser des périodes où elle était extrêmement descendante. Avec le CARDI et avec vraiment une politique volontariste dans les EAFC, nous pouvons imaginer des formations qui sont davantage ancrées dans la réalité du terrain, ancrées dans les pratiques enseignantes,
ancrée dans les situations professionnelles et les difficultés professionnelles que vivent et que rencontrent les enseignants. Nous mettons en place dans notre académie de Poitiers, mais je suis sûre que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres académies, des collectifs professionnels apprenants qui, à l'image peut-être de la dynamique qui a été mise en place ces dernières années ou ces derniers mois avec le CNRE et notre école Faisons-la ensemble, qui mettent en place donc une dynamique qui part du terrain. Voilà. Et il y a un collectif qui, à un moment donné, se crée et qui analyse des situations qui aboutissent à l'identification de questions. Et là, les chargés de mission CARDI, qui sont des accompagnateurs et non pas des formateurs, peuvent jouer le rôle dont on a parlé tout à l'heure, peut-être de passeurs, et mettre en relation des collectifs avec des chercheurs et avec des résultats de la recherche. Et on en a déjà parlé tout à l'heure. Dans certains cas, on peut également penser l'essaimage de ces recherches en faisant intervenir des entreprises privées pour essaimer justement ces résultats. Merci. Oui, c'est ce qu'on a fait dans le projet Trans 3. Donc, dans le projet Trans 3, on a développé et validé scientifiquement 4 applications. Et après, ces applications, on en fait quoi? C'est pas notre métier de chercheur de les pérenniser dans le temps. Donc, on a fait le choix d'avoir un partenaire industriel. C'est comme ça qu'a été créé Fondamentaps. Donc, le but, c'est de distribuer ces applications, d'en distribuer peut-être d'autres par la suite, mais qui ont toujours été validées scientifiquement. Donc, ça nous permet un déploiement à large échelle et sur un temps long. Mais une autre clé quand même qu'on retrouve dans les recherches, un facteur clé, c'est le rôle des institutions. Donc on en a déjà parlé et j'appuie encore là-dessus. Vraiment, le soutien institutionnel change beaucoup de choses. Les enseignants, il faut qu'ils soient accompagnés. Ils ont besoin d'aide quand ils doivent adopter une nouvelle pratique. Et donc on voit que cette pratique, elle peut tenir sur le temps si on a un soutien institutionnel. Et aussi, ça serait bien que l'institution ait une politique de diffusion un peu plus marquée des résultats de la recherche. Ça serait bien que ça soit un peu plus visible. Et enfin, aussi en Angleterre, il y a un site qui s'appelle EEF qui diffuse les résultats de la recherche. C'est disponible, c'est facile d'accès et pour les enseignants, on peut voir la robustesse des résultats, de quelle pratique on parle, etc. Et on n'a pas ça encore, on n'a pas l'équivalent en France, donc ça serait bien aussi qu'on ait ce genre d'outils. Merci. On a parlé des résultats qui se diffusent, on a parlé aussi d'autres éléments, mais qu'est-ce qui peut finalement se diffuser? C'est Nicolas qui peut prendre la parole là-dessus. Oui, effectivement, quand on parle de la question de la pérennité et de l'essaimage, c'est qu'est-ce qui peut essaimer? Et en fait, il y a deux types, en schématisant un petit peu. C'est-à-dire que ça peut être des résultats précis d'une recherche précise qui fait faire un pas en avant aux enseignants ou aux apprentissages des élèves. Et finalement, c'est ça, quelque chose de très précis qui peut diffuser, qui peut essaimer. Mais aussi, il y a un élément qui est très important, c'est en quoi le fait pour les enseignants de participer à des recherches collaboratives, ça produit chez eux du développement professionnel. Et ça les amène à, dans leur enseignement quotidien, avoir une démarche scientifique, qu'on pourrait qualifier de scientifique, d'analyse de ce qui se fait, de se poser des questions, de déterminer un protocole, de mettre en place des indicateurs pour voir s'il y a eu effectivement des progrès chez les élèves. Et ça, c'est un élément qui semble très important. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, entre des résultats précis qui peuvent diffuser et une démarche scientifique dont s'emparent les enseignants. Et quel que soit le type de contenu qui essaime, le rôle de la formation initiale et le rôle de la formation continue sont centraux dans cette diffusion, et notamment par rapport au fait que dans cette diffusion par la formation, il faut penser aussi à la formation de formateurs. Que ce soit les formateurs des INSPE ou que ce soit les formateurs de formation continue, c'est ce qui va permettre de décupler aussi l'effet de diffusion et d'essaimage des recherches, et qui est pour moi, et je reviens sur la question précédente, aussi une des conditions du passage à l'échelle. Je vais faire le pendant avec ce que tu dis, Nicolas. Il y a ce qui s'essaime et puis il y a ce qui ne s'essaime pas. Et ce qui ne s'essaime pas, ça ne doit pas se perdre non plus. Donc tu parlais de formation. À certaines conditions, effectivement, les enseignants sont formés scientifiquement à travers ces recherches collaboratives. Et les enseignants qui sont formés peuvent devenir des personnes ressources. Alors ce ne sont pas des formateurs ou des formatrices au sens institutionnel du terme, ce ne sont pas des gens qui ont passé une certification CAFA, CAFIPEMF, qui leur donne le statut de formateur ou de formatrice, mais ce sont néanmoins des personnes qui ont été formées à une analyse parfois très poussée dans un certain domaine, avec une certaine méthodologie, une certaine approche, parfois
qui ont parcouru tout le processus, depuis l'acculturation théorique jusqu'à l'acculturation méthodologique, le développement de la question de recherche et la production des résultats et la valorisation, les publications, les communications. Et donc ces personnes ressources, on a besoin de leur trouver un statut qui à la fois complète ce qui existe déjà et ne porte ombrage à personne. Il y a des personnes qui ont passé des certifications. Ces personnes-là sont formatrices. Il n'y a pas de raison que les personnes qui ont été formées en recherche collaborative deviennent formatrices au même titre. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais il me semble qu'il y aurait un intérêt à penser un statut des personnes ressources qui permettent de continuer à développer. Je pense que l'essaimage, c'est aussi... c'est plus le paradigme de l'essaimage des bonnes pratiques, c'est plutôt celui de l'amélioration de la pratique, le paradigme de briques. Mais il me semble qu'on aurait intérêt à réfléchir à la manière dont ces personnes peuvent continuer à être utiles à la société et ne pas être dans la déperdition de ce qu'elles ont acquis pour leur intérêt, pour l'intérêt de leurs élèves et de leur entourage immédiat, mais aussi sans doute pour la formation des enseignants en général. Alors, dans la fiche RNCP actuelle, mon rôle de DGCIP m'impose de parler de ça, dans la fiche RNCP actuelle du Master MEF, il y a bien dans les compétences de l'enseignant participer à la formation des autres enseignants. Alors j'espère que ça sera aussi dans le M2E, on y travaillera, mais pour le moment, dans le Master MEF, ça y est, et il me semble que c'est important de penser que les enseignants produisent des ressources, ils peuvent aussi participer à la formation avec des statuts qui respectent les uns les autres, bien entendu. Merci. Pour clore cette table ronde, je vais tenter une synthèse de ces échanges. On s'est intéressé aux bénéfices que les enseignants peuvent retirer de ces recherches collaboratives, mais dans les recherches comme ailleurs, pour qu'il y ait bénéfice, il faut que les gens puissent prendre part et puissent contribuer. Et donc, pour essayer de faire cette synthèse, je reprends les propos de Joël Zac, qui met en avant 3 figures de la participation, c'est-à-dire le prendre part, le donner une part et le retirer une part. Et là, ce qu'on a vu finalement, c'est le prendre part, c'est une démarche volontaire de faire quelque chose ensemble. Et pour que ça fonctionne, il faut créer les conditions. On a des pistes ici qui ont été évoquées. D'abord, il faut que les acteurs de la recherche et de l'éducation puissent s'identifier et se rencontrer. C'est ce qu'on a vu par exemple avec l'exemple de la Cardi de Poitiers. Il faut également que chacun ait envie de travailler avec l'autre. Il faut donc savoir dans quoi on s'engage, dépasser les représentations, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le monde de la recherche et celui de l'enseignement. Se mettre d'accord sur ce que la recherche permet, mais aussi sur ce qu'elle ne permet pas, afin d'éviter les déceptions et les désillusions. Et donc, il y a un rôle de l'acculturation à la recherche dans la formation initiale et à l'acculturation à l'enseignement des chercheurs, notamment dans certaines disciplines qui sont plus éloignées de la classe. Il y a également le donner une part, le contribuer à un projet commun. On a vu des éléments également qui permettent de faciliter cet aspect-là. Dans les recherches collaboratives, on va partir du principe que chacun a des choses à apporter au projet, que ce soit la connaissance du terrain, des apports scientifiques et méthodologiques, par exemple, il y a d'autres choses. Et là, on va pouvoir croiser des expertises. Chacun va pouvoir coproduire des ressources pour l'action qui soient, on l'a évoqué, utiles, utilisables et acceptables pour les acteurs éducatifs. Et puis, on peut également contribuer quand les conditions le permettent. C'est ce qu'on a évoqué également. On a parlé de l'action des pôles pilotes, on a parlé de la rémunération des enseignants, on a parlé du temps long de la recherche aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis enfin, participer, c'est recevoir une part, c'est bénéficier. Là, on est au cœur de notre thématique. Et la discussion a amené aussi des éléments là-dessus. On a amené moins d'éléments sur ce que ça apporte aux chercheurs, mais là, la table ronde, elle se concentre d'abord sur ce que ça apporte aux acteurs éducatifs, donc je vais rester là-dessus. Les acteurs qui sont engagés dans ces projets, ils vont coproduire des connaissances qu'ils s'approprient en les co-construisant, mais plus généralement, c'est ce qu'on a dit, ils vont se former par la recherche, ils vont développer des compétences en communication, par exemple, ils vont participer à des communications à double voix, écrites ou orales, etc. Ils vont s'exercer aux travaux collaboratifs, ils vont gagner en réflexivité en mobilisant des méthodes d'analyse qui a également été évoquées, qu'ils vont pouvoir réinvestir dans leur pratique. Et puis finalement, les compétences qui vont être développées par les acteurs engagés peuvent permettre, on l'espère en tout cas, l'essaimage des résultats et des méthodes de recherche. Et on a notamment évoqué les personnes ressources et on a évoqué plus tôt dans la journée les brokers également en éducation. Voilà pour cette table ronde. Merci à tous pour votre participation.